voudrais continuer à parler dans cette causerie du 3 juin 2014 de la question que je vais débattre le 6 juillet à Paris au Falstaff sur le médium est-il déjà un message. Je voudrais développer la thèse selon laquelle une grande partie des activités humaines, que ce soit le langage, que ce soit la musique, ou toutes sortes de médias, que ce soit la peinture, l'art plastique, on pourrait parler d'une forme d'esthétique en général, tout cela ne fait sens que pour illustrer une cyclicité. C'est ça la grande thèse que je veux développer de quelque temps. C'est-à-dire que ça doit faire référence à une cyclicité. Une cyclicité, c'est-à-dire quelque chose de duel, quelque chose d'un petit peu manichéen, quelque chose d'alternatif. Toute expression artistique, toute expression médiatique, je dirais d'une certaine manière, toute expression linguistique, doit se développer sur deux axes qui permettent justement une alternance, qui permettent de marquer une alternance. On ne peut pas, autrement dit, on ne peut pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Je peux construire des signifiants qui vont servir pour l'un ou pour l'autre axe, mais qui normalement ne devraient servir que lorsque le temps de l'axe A est venu ou lorsque le temps de l'axe B est venu. Je ne peux pas utiliser normalement ce qui a été conçu pour l'axe B dans le temps de l'axe A, et vice-versa. Alors, ça, à mon avis, c'est la genèse de l'esthétique médiatique, la genèse du langage. Et là où il y a une corruption de ce principe, c'est que précisément, cette référence à un ordre cyclique a disparu, et on lui substitue bien une cyclicité complètement aléatoire, qui est celle d'une société donnée, d'un individu donné, qui va mélanger, d'ailleurs d'une manière générale, les signifiants, qui va mélanger les registres, et donc qui n'aura plus d'utilité au regard de la police, au regard de la cité. Et, donc il y a un rapport entre l'esthétique et l'éthique à ce niveau-là. Une esthétique doit être au service d'une éthique, et l'éthique doit être au service d'une cyclicité qui sous-tend d'ailleurs l'éthique, et donc qui sous-tend l'esthétique. Il y a donc là un triptyque cyclicité, esthétique, éthique, donc on pourra le prendre dans différents sens, dans différents ordres, qui, à mon avis, doit être rétabli, restauré, réinstitué. Et ça repose évidemment un certain nombre de questions, à savoir que la création est une chose et l'action est une autre. Je peux créer des outils au service de telle et telle axialité, de tel ou tel registre, mais ce que j'aurai créé ne devra normalement servir que qu'en temps opportun, qu'en phase. Donc il y a, et c'est la différence entre le signifiant et le signifié, et d'une certaine façon, le signifiant, c'est une création qui peut exister en tant que telle, effectivement. Par exemple, je peux très bien composer des musiques qui soient alternativement d'un registre ou d'un autre. Mais ça, c'est le stade de la création. Mais dès qu'on se situe au niveau de la praxis, c'est-à-dire au niveau de l'application, au niveau de la réalisation, au niveau de la politique, à ce moment-là, il faut impérativement respecter les normes de la cyclicité. Alors ces normes de la cyclicité, comme vous le savez,
je les situe dans le cadre de l'astrologie, d'une certaine forme d'astrologie particulière, une astrologie des origines, une astrologie articulée autour de Saturne et des 4 étoiles fixes qui se situent dans les constellations du Taureau, du Lion, du Scorpion et du Poisson austral. Et là, nous avons un système de cycle de 7 ans, qui divise en 4 le cycle de 28 ans de Saturne. Et c'est ainsi, et chacun de ces cycles de 7 ans est divisé en 2 temps, qui sont justement les fameux axes A et B, dont je parle et que j'intitule souvent Vénus et Mars, ou bien Eros et Thanatos. Donc, une musique, pour parler de la musique, parce que je suis dans la musique, enfin, c'est pas du tout réductif, une musique, une linguistique, une thématique, une poétique de la valeur vénusienne face à une politique de la valeur martienne. Je dois donc, en tant que créateur, artiste, fournir des modes d'illustration de ces deux registres, mais normalement, on ne pourra pas mélanger ces registres. On ne pourra pas les confondre. Ils s'excluent mutuellement. Il y a un temps pour le registre A et un temps pour le registre B, pour paraphraser l'Ecclésiaste. Et c'est là qu'il y a confusion. Et l'astrologie elle-même, qui est censée justement instaurer cet état, cette loi, ne le fait pas parce qu'elle n'en a plus les moyens. Et donc elle-même, elle est la première à mélanger, à confondre, à mixer les registres. Ce qui fait que sa parole n'est plus audible, parce que de toute façon elle dit une chose et son contraire au même moment. Or l'astrologie est là pour justement, normalement, nous donner et nous dire à quel moment on est dans la phase A et dans la phase B. Donc si elle mélange les significations, les signifiants de la phase A et la phase B, elle n'est pas à la hauteur de sa mission, bien évidemment. Hein, voilà. Donc, une langue, c'est au départ, il y a une sorte de déperdition de la langue, de corruption de la langue. Une langue, au départ, a fonction, a mission de scander, de rythmer le passage de A à B, le registre A, puis le registre B, et ainsi alternativement, indéfiniment. C'est ce qui a été fait. Effectivement, quand on étudie une langue, on s'aperçoit qu'elle a cette structure binaire. Mais ceux qui utilisent la langue, eux, ne respectent pas cette structure binaire. Pourquoi ils respectent la structure binaire? Parce qu'ils la mettent au niveau de leur ressenti personnel, ponctuel, individuel, alors que toutes ces disciplines, tous ces arts sont là au niveau d'un vécu collectif, au niveau d'un ordre collectif. D'ailleurs, il n'y a pas d'ordre qui ne soit collectif. Un ordre individuel, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, pour donner une tonalité, une sonorité à toute une société à un moment donné, il faut que tout le monde s'aligne sur ce registre particulier, pendant un temps particulier, qui est bien circonscrit, et ensuite qu'elle passe à autre chose. C'est un petit peu comme, par exemple, les célébrations, qui dans certains cas sont des célébrations d'événements heureux, naissants, de création, et d'autres cas d'événements malheureux, de mort, de destruction. Je pense par exemple dans la religion juive, il y a effectivement cette dualité d'événements où dans un cas on doit se réjouir, dans l'autre cas on doit porter le deuil. Hein, la destruction du temple, des deux temples, au 9 Ab, c'est quand même un souvenir qui est plutôt déprimant. Et par contre, la sortie d'Égypte serait à Pessah, à Pâques, une tonalité beaucoup plus majeure, beaucoup plus dynamisante, beaucoup plus euphorisante. Donc on a bien cette problématique-là. Et je crois que le XXIe siècle sera un siècle extrêmement exigeant
au niveau de la cohérence, au niveau de la rigueur, au niveau de la fonctionnalité. On voudra savoir pourquoi les choses sont comme elles sont, à quoi ça sert, pourquoi. Parce que l'homme va se retrouver confronté au défi de la machine, et que cette machine elle-même est organisée de manière extrêmement rigoureuse, et que si du côté humain, on est dans une espèce de mélange assez innommable et assez inconsistant, eh bien on va se retrouver dominé par la machine. Donc paradoxalement, il ne s'agit pas que nous devenions des machines, il s'agit simplement que nous assumions notre héritage, que nous l'assumions pleinement et que nous en fassions l'inventaire et que nous le reconstituions et que nous le restaurions le cas échéant. Sinon, c'est une lourde tâche qui d'ailleurs a été annoncée par le structuralisme d'une certaine manière. Car si la machine est ce qu'elle est, c'est simplement parce que l'homme lui-même a une exigence structurelle très forte. Alors le paradoxe, c'est qu'il a perdu quelque part cette exigence structurelle et qu'il ne la retrouve que par le biais de la machine qui lui impose sa propre exigence structurelle en miroir. C'est quand même un petit peu étonnant. C'est comme une langue qui aurait emprunté une autre langue et qui ensuite lui imposerait sa propre loi à cette langue à laquelle elle aurait emprunté. Je pense d'ailleurs, vous avez pu deviner le rapport entre le français et l'anglais. Il y a des situations paradoxales et contradictoires qui sont amusantes dans l'histoire de la société. Alors, je voudrais terminer cette causerie, dont vous voyez bien qu'elle déborde très largement du champ de l'astrologie, mais elle situe néanmoins l'astrologie dans la diachronie et dans la synchronie au centre, dans une position stratégique, de l'ensemble de ces domaines. Donc là, on voit bien qu'on a une discipline qui se constitue, qui est une discipline qui est celle de science des médias, on pourrait en reparler, et qui s'interroge sur la raison d'être de ces médias, notamment la musique, notamment la linguistique, mais aussi tout simplement les êtres humains. Car les êtres humains aussi sont des médias. Le fait de faire quelque chose par quelqu'un, c'est aussi une façon d'entrer dans cette logique-là. Et ça n'est pas indifférent, en l'occurrence, de mettre en avant des femmes ou des hommes. Il y a peut-être un temps où ce sont les femmes qui doivent être mises en avant, et un temps où ce sont les hommes qui doivent être mis en avant. Bon, voilà. Donc effectivement, vous voyez que ça touche un champ extrêmement large, le mot média signifiant ce qui sert à communiquer, ce qui donne la tonalité, et d'ailleurs, il y a aussi des activités qui sont en effet référées aux hommes ou référées aux femmes. Enfin, toute cette dualité-là, à mon avis, il serait tout à fait fâcheux de s'en délester, de la négliger, parce qu'on n'en a pas pris réellement toute la mesure. Et on jette le bébé avec l'eau du bain. Mais en réalité, je pense que le XXIe siècle serait un siècle extrêmement binaire, et non pas paritaire, si on peut dire. Si on admet que la parité, c'est la négation de la binarité. Il est déjà binaire au niveau de la numérisation, de l'informatique, mais comme j'ai dit, cette informatique, elle ne fait que perpétuer une binarité beaucoup plus ancienne dans l'activité humaine. Il n'y a pas, de ce point de vue-là, de rupture entre l'histoire de l'humanité depuis des millénaires, même plus, et notre époque actuelle. Simplement, notre passé a été déformé, corrompu, et donc il ne se confronte pas facilement avec le futur et avec le présent. Mais il s'agit simplement de restructurer le passé pour s'apercevoir à quel point il est en phase avec le présent. Hein, c'est comme, pour revenir à la question linguistique, il y a parfois des langues qui empruntent à d'autres langues, mais ces langues elles-mêmes ont évolué, donc le rapprochement entre les deux langues ne se fait pas facilement. Je prends par exemple le cas du français, le mot forest par exemple qui est passé en anglais, eh bien, il vient de l'ancien français forest, alors qu'en français aujourd'hui on écrit ça forêt, etc. Enfin, on pourrait prendre des tas d'exemples comme ça. Il y a des tas de mots d'anciens français qui sont passés en anglais, et pour pouvoir établir la connexion entre le français et l'anglais, il faut évidemment
revenir à un état antérieur de la langue française, parfois un état antérieur d'ailleurs qui a pu ne pas se perpétuer en français et n'être conservé qu'en anglais. Hein. Donc, il y a tout un travail là. Donc, pour nous résumer, il faut absolument et impérativement revenir à la genèse de tous ces savoirs, remettre en évidence, faire apparaître, réapparaître la binarité de ces savoirs, et à ce moment-là, on s'apercevra que l'humanité, que la technologie actuelle est tout à fait dans le prolongement de ces savoirs structurels extrêmement anciens, et qu'il n'y a absolument pas de rupture, sinon diachronique, c'est-à-dire effectivement nos savoirs se sont corrompus, se sont dévoyés, déformés, et par conséquent on ne voit plus la connexion avec la technologie d'aujourd'hui, alors qu'en réalité tout cela fait partie d'une seule et même dynamique.